Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui explore les nouvelles façons de penser le travail, le leadership et la transformation des organisations. Je suis Johan Darquest et dans chaque épisode, je vous propose un regard décalé, éclairé et profondément humain sur les enjeux RH, managériaux et sociétaux d'aujourd'hui. Prêt à remettre du sens, de la conscience et de l'intelligence collective au cœur de nos pratiques? Alors c'est parti! Bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0 pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est un petit peu particulier parce que c'est vraiment un épisode qui me tient à cœur, je dirais qui est beaucoup plus personnel. Je voudrais vous emmener dans un voyage un petit peu différent que d'habitude. Alors, à la fois, il est plus personnel parce que profondément lié à mon travail sur le capital humain et la transformation des organisations couplée à mon passé. Et je vous expliquerai pourquoi, couplé à mes aspirations profondes. Depuis plus de 20 ans, je m'intéresse aux textes anciens et aux traditions primordiales. Depuis la table d'Émeraude, le Corpus Hermeticum, les philosophies grecques, mais aussi les enseignements venus de l'Inde, du taoïsme, du bouddhisme, ou encore de l'Égypte, de la Kabbale et de l'alchimie. Tous ces textes évoquent des lois universelles qui régiraient à la fois l'univers, la nature, les êtres vivants et leurs relations. Alors parallèlement, depuis longtemps, je mène une veille active sur les dernières recherches scientifiques en neurosciences, en physique quantique, en biologie systémique, mais aussi dans des domaines émergents comme la noétique et l'épigénétique. Et à chaque fois, ce qui me frappe, c'est à quel point, au fil de mes recherches, les ponts se révèlent d'eux-mêmes. Entre science et conscience et tradition primordiale. Tout est relié, dans l'univers, dans le corps, dans l'âme et l'esprit, mais aussi dans les lieux, les êtres et les situations que nous traversons. Et si aujourd'hui cette vision intégrée, elle peut sembler marginale, il faut rappeler quelle était la norme pendant des siècles. Et oui, si on remonte un petit peu dans le passé, jusqu'à la Renaissance, la science, la philosophie et la spiritualité formaient un tout. On pouvait à la fois être mathématicien, astronome, alchimiste et mystique. Alors des figures comme Roger Bacon, Paracels, ou Marcel Ficin, ou Pic de la Mirambole aussi, incarnaient ces unités de savoir. C'était des références pour moi. Et ça l'est toujours d'ailleurs. L'un des grands derniers représentants de cette science intégrée, à l'époque, fut John Dee. Et là, on se situe à peu près au niveau du XVIe siècle. Alors lui, John Dee, c'était un mathématicien, un astronome et conseiller d'Élisabeth Ier, mais aussi alchimiste et kabbaliste. Pour les amateurs de films, James Bond est inspiré notamment de John Dee. Alors, il était passionné par le langage énochien et les communications avec les anges, entre guillemets. Chez lui, les mathématiques étaient à la fois un outil scientifique et une clé mystique. Mais à partir du XVIIe siècle, il y a une rupture qui s'opère. Alors, avec Galilée par exemple, Descartes, Newton, la science, elle se spécialise, s'institutionnalise et se coupe de ses racines spirituelles et symboliques. Et on bascule dans une ère beaucoup plus rationnelle, expérimentale, mesurable, dans le tangible. Et on délaisse quelque peu le monde du subtil. C'est une ère qui nous a permis des avancées extraordinaires, ça c'est vraiment important de le voir, mais qui a aussi appauvri, et ça ce n'est que ma vision, mais je pense que ça appauvrit notre regard sur l'humain et le vivant. Aujourd'hui, je crois qu'il est temps de réconcilier ces deux mondes. C'est une œuvre que j'essaye de faire au quotidien, qui me porte. Et c'est pour ça que cet épisode est quelque part aussi un syncrétisme de l'œuvre que j'essaye de porter à mon humble niveau, et à la fois dans le domaine du particulier, des entreprises, et pour relier science, conscience, tradition primordiale, et comme nouvelle clé de lecture de ce monde en mal de sens, qui a besoin de se réinventer. Et je pense que là, on tient une clé vraiment précieuse. Donc de retrouver cette unité des savoirs, mais aussi avec les outils de notre époque.
Alors, on va parler des lois universelles. Alors déjà, l'origine des 7 lois universelles. Les 7 lois universelles dont je vais vous parler, je dirais que c'est une tentative de reformulation de ces principes intemporels, avec, avec mon approche, hein, avec toute proportion gardée. Alors, quand on s'intéresse aux lois universelles, quand on fait un peu de recherche, on tombe notamment sur le Kybalion en 1908. Et ce Kybalion trouve ses racines bien plus loin. Alors, le Kybalion, c'est un texte qui est écrit par des initiés, on ne sait pas trop encore leur nom, je crois toujours pas, qui reprenait en fait ces enseignements sacrés, ces enseignements de la tradition primordiale. Et ça date de 1908, donc vous avez vu, c'est le XXe siècle, on est quand même, ça date un petit peu. Mais si on va un petit peu plus loin, par rapport à ces lois universelles, on le retrouve dans la table d'émeraude, pour ceux qui suivent un petit peu l'origine occidentale de notre histoire, et notamment avec la maxime « ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et comme ce qui est en haut », qui traduit la loi de la correspondance. Dans le corpus hermeticum, on parle de mentalisme, de polarité, de vibration. Si on prend les philosophes grecs, et notamment Héraclite, tout s'écroule. Ça, c'est la notion de rythme. Chez Pythagore, c'est les harmoniques et les mathématiques sacrées, qui traduisent la notion de vibration. Chez les stoïciens, c'est la loi de cause à effet. Et dans les traditions hindoues, taoïstes, bouddhistes, c'est la notion de karma, de yin-yang, d'impermanence, de polarité. Et dans les textes égyptiens, c'est les cycles de mort et de renaissance, la création par la parole. D'ailleurs, il y a le livre des morts des anciens égyptiens qui est accessible, où il y a un recueil de beaucoup de ces approches, de ces philosophies, de ces lois aussi, qui est intéressant à les creuser. Dans la Kabbale hébraïque et l'alchimie, il y a la notion de correspondance, de génération, et aussi de transmutation des polarités. Alors, c'est hyper important de voir que ces lois, ce ne sont pas des dogmes. On est déconnecté du phénomène religieux, dans mes propos en tout cas, et aussi quand on aborde là-dessus, ces sujets. Ce sont juste des grilles de lecture du vivant, et aujourd'hui, on peut voir qu'elles trouvent, je dirais, des résonances incroyables dans nos sciences modernes, vraiment. Et c'est là où la science rejoint la conscience et cette tradition primordiale. Surtout aussi, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles peuvent nous inspirer, et notamment pour penser l'entreprise autrement. Moi, ma vision de l'entreprise, c'est comme un organisme vivant. Il est traversé par des rythmes, par des cycles, par des vibrations. Donc on peut utiliser cette grille de lecture des lois universelles, transposée dans le domaine de l'entreprise, et c'est ce que j'ai voulu faire aujourd'hui comme exercice et vous proposer. Alors, les 7 lois, on va rentrer dans le détail de chacune de ces 7 lois pour que vous puissiez avoir des aspects beaucoup plus pragmatiques et concrets. La loi du mentalisme, c'est le fait que tout dans notre univers est esprit. Tout part d'une pensée. L'univers est mental, et ça c'est ce que nous dit par exemple le corpus hermeticum. Et derrière cette formule, l'idée c'est que tout commence dans la pensée, dans l'esprit. Ce que nous percevons comme matière n'est qu'une projection du plan plus subtil. C'est ce qui est mentionné dans le texte. Et les résonances scientifiques qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est que les neurosciences, elles confirment aujourd'hui que nos pensées façonnent littéralement notre cerveau. Il y a Norman Dodge, désolé pour la prononciation, lui a montré, avec notamment le concept de plasticité neuronale, que l'esprit peut reconfigurer la matière cérébrale. En termes de psychologie, il y a la psychologie de Bandura, qui nous dit que notre sentiment d'efficacité, la croyance que nous sommes capables, détermine en grande partie nos réussites. Ça, c'est très important. Et aussi du côté de l'épigénétique, qui révèle que notre environnement, nos émotions
et même nos croyances peuvent moduler l'expression de nos gènes. Et là, je renvoie aux travaux passionnants de Bruce Lipton, qui a travaillé notamment sur ce sujet, et d'autres aussi chercheurs dans cette veine-là. Donc l'application en entreprise, c'est par exemple quand on est un dirigeant et que on porte une vision claire et inspirante. Mais le dirigeant modifie la perception et donc les comportements de toute son organisation par mimétisme. Et on le voit que dans des organisations, on a les gens prennent pour référence, pas tout le monde, mais parfois leur directeur général, qui peut être inspirant et donner envie aux collaborateurs d'adopter une vision similaire, une approche, des valeurs partagées. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans les entreprises, on travaille beaucoup sur la notion de valeur, de socle de valeur, du commun partagé, qui est important. Mais on peut ne pas être d'accord, et ça, c'est important aussi. Donc, à l'inverse, on peut avoir une croyance limitante qui peut devenir une prophétie autoréalisatrice, où je ne serai jamais capable, par exemple, de faire ça. Et souvent, on est enfermé dans des croyances limitantes. Il peut y avoir des limitations, mais très souvent, le cerveau a tendance à exagérer sa perception des limites. Et on dit souvent aussi que la culture mange la stratégie au petit déjeuner. Et que ce qui fait le fondement d'une société, c'est avant tout la culture, les valeurs partagées. La stratégie vient après. Et souvent, on met sur un piédestal la stratégie et on oublie la culture et les valeurs partagées. Donc c'est exactement cela, le mental collectif façonne la réalité concrète. Alors une petite anecdote, alors je sais qu'il est très décrié, et c'est Elon Musk. Et Elon Musk, il y a, je ne sais plus de quand ça date, mais il y a un petit moment, il y a bien longtemps, je dirais, il a déclaré qu'il voulait envoyer des hommes sur Mars. Et à l'époque, beaucoup l'ont pris pour un rêveur, en disant que ce n'est pas possible, que c'était un fantasme. Et pourtant, cette pensée, elle est devenue conviction. Et elle a mobilisé des milliers de talents et a transformé l'imaginaire en un projet qui aujourd'hui est concret. Alors, mais si tout commence dans l'esprit, la question qu'on pourrait se dire, c'est est-ce que, encore faut-il que cette vision, elle soit cohérente avec les différents niveaux d'action? Et c'est là qu'intervient la deuxième loi, celle de la correspondance. Alors la loi de correspondance, c'est quoi? Souvent, c'est une des lois les plus connues parce qu'elle a été reprise dans des films et puis aussi dans ceux qui étudient l'alchimie. La loi de correspondance, c'est ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ça renvoie notamment à ce texte de la table d'émeraude. Alors ce principe, il nous dit que l'univers fonctionne par analogie, par miroir. Et on parle des effets miroirs dans plein de situations. Et je pense que beaucoup vont se reconnaître. Les connexions scientifiques par rapport à tout ça. Mais en biologie, nous voyons des structures fractales. Par exemple, nos poumons. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Le système vasculaire. Nos neurones aussi reproduisent les mêmes motifs que les galaxies, si vous regardez. Et la nature aussi, on le voit. Beaucoup de choses sont par effet miroir. En systémique, on a Ludwig von Bertalanffy, j'espère que je prononce bien. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il a montré que les mêmes lois s'appliquent à tous les systèmes. Alors qu'ils soient biologiques, économiques, sociaux, organisationnels, financiers, tous les systèmes. Ça qui est assez surprenant. Et l'homéostasie, c'est par exemple notre corps, notre capacité du système à s'équilibrer, c'est aussi un autre exemple, par effet miroir. Des applications concrètes dans l'entreprise, si, voilà, par exemple, je reprends un petit peu l'exemple de tout à l'heure, mais si la direction, elle affiche des valeurs, mais ne les vit pas, l'organisation entière en est affectée. Et on est beaucoup aussi dans ça. Aujourd'hui, on a eu beaucoup d'effets d'affichage.
je prends sur l'exemple que je connais bien, parce que c'est un domaine qui me tient à cœur, c'est la dimension de la qualité de vie et des conditions de travail, des risques psychosociaux, des organisations. Il y a eu beaucoup des effets d'affichage là-dessus, mais ce n'était pas incarné. Donc du coup, l'organisation était en dualité. L'effet miroir renvoyait cette dualité entre le décrochage entre le discours affiché et la réalité vécue. Le comportement, par exemple, d'un manager, qui est souvent le reflet direct de la culture du sommet, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Ou inversement, si on a une culture qui est très alignée, qui est incarnée à tous les niveaux, mais ça crée de la confiance et de la cohérence. Donc ça, ce sont des exemples qu'on peut mobiliser. L'effet de correspondance, c'est que il faut aligner les discours, les pensées, les discours et les actes à toutes les strates. Alors une anecdote, moi j'ai vu une entreprise où souvent la valeur respect figurait en grand sur les murs. Mais par exemple, et c'était assez troublant, mais où les réunions de direction étaient marquées par des discours assez violents, d'humiliation, de mise en concurrence, de compétition. Alors que quand on rentrait dans le hall, il y avait marqué des mots-clés avec des couleurs, des différentes tailles, respect. Et du coup, ça faisait vraiment une dissonance qui était criante et qui descendait dans toute l'organisation. Donc là, par la loi de correspondance, ça accentue les effets de dissonance, de décalage entre l'affichage et la réalité, et ce qui est réel. Alors si tout est relié par correspondance, cela signifie aussi que tout est en mouvement, bien sûr. Rien n'est immobile. Tout vibre. Et c'est le cœur de la troisième loi, la loi de vibration, où tout est en mouvement. Rien n'est immobile. Tout bouge, tout vibre, dit le Kybalion. Et ça, c'est important à comprendre. Alors, les résonances scientifiques de tout ça, c'est que la physique quantique, alors depuis Max Planck, nous dit que la matière est énergie condensée. Chaque particule, c'est une vibration. David Bohm, lui, parlait d'un ordre implicite, un champ vibratoire sous-jacent à toute réalité. Le HeartMath Institute a montré que nos émotions, elles, modifient la cohérence cardiaque et que ce signal se propage autour de nous, influençant l'ambiance collective. L'application en entreprise, on le voit par exemple dans une salle, dès qu'une personne tendue arrive, tout d'un coup l'ambiance change. Et c'est assez bluffant. Et vous l'avez tous certainement constaté. Les vibrations d'une équipe, l'enthousiasme, le stress, le cynisme, sont palpables et contagieuses. Et travailler sur la qualité émotionnelle, c'est donc travailler sur la vibration organisationnelle. Alors, une petite anecdote, il y a quelques années, il y a une start-up que j'ai rencontrée qui avait une énergie incroyable, portée par des jeunes pousses, des aides-talents, très investis, avec de la motivation, de l'engagement et de la joie, avec une belle dynamique de démarrage. Mais quand la pression des investisseurs s'est intensifiée, la vibration, elle a changé. De l'enthousiasme, on est passé à la peur et à l'épuisement. Et du coup, on a vu que l'énergie collective, elle s'est complètement transformée. Donc ça, c'est une des lois de vibration, que tout est en mouvement. Voilà. Alors dans ce flux vibratoire, rien n'existe sans son opposé. Et la lumière révèle l'ombre, le chaud appelle le froid, et on appelle ça la loi de polarité. Alors c'est quoi la loi de polarité? Dans le Kybalion, on nous dit tout est double, tout a deux pôles, tout a son contraire. Et dans les résonances scientifiques, qu'est-ce qu'on peut y trouver? C'est que la physique, elle nous rappelle que la lumière est à la fois une onde et une particule. Jung, que vous connaissez, Carl Gustav Jung, lui nous parlait des opposés psychiques, anima et animus, que nous devons intégrer en chacun d'entre nous pour être
dans une forme d'équilibre et vivre notre vie en bonne adéquation. Daniel Kahneman, lui, distingue deux modes de pensée, rapide et intuitive pour un premier système et lente et rationnelle pour un deuxième système. Et Scott Page a montré que la diversité cognitive est une clé d'innovation. Donc dans l'entreprise, si on prend des applications, on pourrait dire qu'on a par exemple des conflits parfois entre départements, entre visions. Mais ce ne sont pas des anomalies, mais des polarités à intégrer. Et ça, c'est important. Les équipes qui accueillent ces tensions, comme des complémentarités, elles deviennent créatives. Et dans une entreprise, par exemple, si je prends une anecdote, dans une entreprise industrielle, vous pouvez avoir l'équipe marketing et l'équipe de recherche et développement qui s'opposent sans cesse. L'une veut aller vite, l'autre veut perfectionner. D'ailleurs, ce schéma, on le retrouve souvent dans les entreprises. Ce n'est pas le marketing et la R&D, c'est souvent des pôles de cristallisation, des pôles où il y a des différences. Et quand la direction les réunit pour co-construire et que chacun apprenne à comprendre l'univers de l'autre, et ça c'est important, c'est une démarche, on dira peut-être empathique, mais souvent les tensions, ça donne naissance à des produits, des concepts qui sont vraiment innovants et qui peuvent transformer leur marché, par exemple. C'est tout cet art. L'idée, c'est de composer avec les unicités de chacun, de respecter les différences de chacun et d'en trouver en fait comme un terrain intermédiaire où on vient faire un petit syncrétisme de chacun des différences du marketing par exemple ou de la R&D. Donc les polarités, elles ne sont jamais statiques. Elles s'enchaînent, se succèdent, créant des cycles. Et c'est ce que nous enseigne la 5e loi, on appelle ça la loi du rythme. Alors la loi du rythme, ça veut dire que tout a ses cycles. Tout s'écroule, disait Héraclite. Et si on prend les références scientifiques sur lesquelles on peut se raccrocher, c'est la chronobiologie par exemple, qui a montré que nos corps obéissent à des cycles circadiens, notamment au niveau du sommeil. Je renvoie aux travaux d'Alberg en 1960. Il y a aussi les chercheurs Hall, Rorschach et Jung qui ont reçu le prix Nobel en 2017, et notamment pour leurs travaux sur l'horloge biologique. En économie, on a Joseph Schumpeter, qui lui a théorisé les cycles d'innovation et de destruction créatrice. L'application en entreprise qu'on peut trouver, c'est que les organisations vivent elles aussi des cycles. C'est jamais linéaire ou très rarement. Il y a des phénomènes de démarrage, de croissance, de maturité, et puis aussi des crises qui sont nécessaires pour faire un point, se régénérer, s'adapter, retrouver un nouveau modèle et aller vers une renaissance, un renouveau. Donc il y a toujours ces cycles. Et vouloir maintenir une expansion infinie, sans phase de repos, ça mène souvent à l'épuisement collectif. Et même les entreprises qui ont une croissance depuis des années, elles passent tout le temps par ces étapes, par ces phases de points, de feedback, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Et ça, c'est très important. Alors, il y a quelques années, j'ai rencontré une entreprise familiale qui alternait naturellement des cycles. Alors, il y a une génération qui bâtissait et une autre qui consolidait, puis une troisième innovait. Et c'était une entreprise familiale, pardon. Et du coup, c'était très marqué. Et ce respect du rythme, ça assurait sa pérennité sur plusieurs décennies. Parce que chaque génération était conscient, dans le cycle d'évolution de l'entreprise, de ce qui se jouait pour eux. Et ça, c'est fondamental. Mais chaque cycle n'est pas neutre. Il découle toujours d'une cause et engendre un effet. Et c'est le principe de la 6e loi, la loi de cause à effet. Rien n'arrive par hasard. Et dans le principe du Kybalion, toute cause a son effet et tout effet a sa cause. Alors on voit de plus en plus que dans les références scientifiques, on a, notamment dans les sciences comportementales,
Skinner, qui a travaillé sur le conditionnement opérant, qui fait référence à tout ça. Thaler et Schunstein ont montré avec le nudge, alors certains doivent peut-être connaître, comment l'architecture des choix influence nos décisions. Et ça, c'est vraiment passionnant, notamment quand on travaille sur des stratégies, sur des prises de décision, des plans d'action. Et Gallup a mis en évidence des corrélations fortes, notamment entre les entreprises avec un haut engagement et les fortes augmentations de productivité et des baisses de turnover. Jeffrey Pfeffer, lui, il a montré qu'il y avait une corrélation étroite entre les conditions de travail, la santé et même la mortalité des salariés. Et je renvoie vers son étude qui s'appelle Dying for a Paycheck de 2018, où il y a des éléments très intéressants et assez surprenants. L'application en entreprise, c'est que le management n'est pas neutre. Chaque style a des effets mesurables et produit des effets. Investir dans la QVCT, ce n'est pas un luxe. C'est une cause qui produit des effets économiques tangibles aussi. Pas que des effets sociaux, mais aussi des effets économiques tangibles. Et ça a été mesuré. D'ailleurs, je renvoie à des travaux sur l'IBET, l'indice de bien-être au travail, qui mesure justement les impacts des coûts de désengagement des collaborateurs. À peu près à 10 000 € par an par salarié, en coût compressible. Donc il y a des choses et on le voit. Donc à chaque fois qu'on investit sur des programmes de QVCT, ça a des impacts aussi économiques. Et notamment sur le turnover. Et quand on creuse les causes principales du turnover, on peut avoir parfois des managements autoritaires. Il y a plein d'autres leviers en fait qui existent, et d'ailleurs c'est important d'aller prendre en compte tous ces leviers. Alors, au cœur de toutes ces dynamiques, il y a une loi essentielle qui demeure, c'est celle du genre, ou l'équilibre entre masculin et féminin. Souvent, beaucoup en ont entendu parler. On parle de masculin, de féminin, en chacun de soi. C'est la loi du genre. Et le genre est en tout, dit le Kybalion. Alors, les résonances scientifiques, c'est que Roger Sperry, par exemple, il a montré que nos hémisphères cérébraux portent deux modes différents. Le rationnel analytique versus le créatif et l'intuitif. Les études de Decetti-Singer, eux, parlent d'empathie et de raisonnement moral en termes de complémentarité. Voilà. Et pas d'opposition. On est dans des formes de complémentarité. Daniel Goleman, lui, a montré que l'intelligence émotionnelle complète l'intelligence rationnelle dans le leadership. Voilà. Et ça, c'est vraiment très important. Donc, si on part d'une application en entreprise, intégrer le masculin et le féminin, c'est vraiment allier le leadership assertif et le leadership coopératif dans un bon équilibre, une parfaite alchimie. Les entreprises, elles, qui cultivent cette double polarité, elles sont, je dirais, plus adaptables et aussi plus créatives. Pardon. Même chose, il y a quelques années, dans une organisation, elle valorisait cette organisation exclusivement la performance chiffrée, l'efficacité, la rationalité, les KPI économiques, financiers, et en intégrant davantage de place à l'écoute, à l'intuition, à la créativité. Elle a non seulement amélioré son climat social, mais aussi retrouvé un nouveau souffle d'innovation. Les équipes étaient sclérosées, elles n'avaient plus de jus en termes d'innovation. Il y avait des idées qui émergeaient, mais elles manquaient de consistance. Et voilà, en mettant en place cette intelligence collective émotionnelle de co-construction, en essayant de faire, avec une des lois mentionnées précédemment, mais d'unir les opposés, ça a permis de respecter en fait les singularités de chacun, mais d'en faire un syncrétisme qui stimulait la création, pour avoir vraiment des innovations impactantes. Alors vous avez vu, ces 7 lois universelles, ce sont vraiment des fils rouges. Et on peut les voir comme un langage symbolique, mais aussi comme une métaphore, on va dire, opérationnelle. Elles nous rappellent que l'entreprise
n'est pas une machine, mais un organisme vivant, traversé par des cycles, des tempêtes, des phases d'euphorie, des polarités, des vibrations. Et en conjuguant la science et la conscience, et à mon sens en intégrant ces principes dans nos manières de manager, d'innover, et je vais aller un petit peu plus loin, de travailler ensemble, nous pouvons vraiment créer des organisations qui sont plus humaines, plus performantes et aussi plus résilientes compte tenu du contexte actuel. Alors pour conclure, j'aimerais vous poser une seule question. Parmi ces 7 lois, laquelle résonne le plus pour vous aujourd'hui? Alors à la fois dans votre réalité professionnelle, que ce soit sur le plan individuel et collectif. Et est-ce que la loi du mentalisme, la force des croyances, la loi du rythme qui nous rappelle que tout a ses cycles, ou bien la polarité qui vous invite à transformer les oppositions en richesse créative, est-ce que tout ça, ça vous parle? Alors je vous invite à y réfléchir, à partager aussi vos impressions et à poursuivre cette exploration avec moi sur LinkedIn. C'est un sujet que je trouve passionnant et qui ouvre la voie vers plein de perspectives et qui est bien concrète. Et en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à partager cet univers avec vous. Moi, ça m'a passionné d'étudier ça et j'ai à cœur de transmettre avec vous et pour vous des déclinaisons concrètes de ces lois universelles. Donc, merci de m'avoir accompagné dans ce voyage entre sagesse ancienne, science moderne et transformation des organisations. Et je vous donne rendez-vous pour de prochains épisodes avec tout autant de clés et puis aussi des interviews de personnalités qui contribuent à œuvrer, à changer ce monde. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Capital Humain 3.0. Si ce contenu vous a plu, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis ou un commentaire. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et bien sûr de le faire rayonner. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur Ocha via le lien en description. Et si vous souhaitez réagir, proposer un thème ou intervenir dans un prochain épisode, contactez-moi directement sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du capital humain.